Madame, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon là où vous vous trouvez en ce moment. Merci de votre fidélité à cette émission, le Forum des rédactions qui s'intéresse à l'actualité hebdomadaire. Nous sommes le 27 janvier 2023. Le premier numéro de cette année s'invite chez vous, sur vos smartphones, sur vos téléphones, sur vos télévisions. Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonne et heureuse année à toutes et à tous, surtout aux fidèles téléspectateurs de cette émission. J'espère que vous resterez en notre compagnie tout au long de cette année. Le plus important, c'est de suivre le forum sur nos différentes plateformes, YouTube, Twitter, Facebook, et également sur notre application Eden TV Diaspora FM que vous pouvez télécharger sur App Store et Play Store. Merci une fois encore. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'actualité. Et cette actualité, c'est quoi? C'est le retour au Parlement de l'opposition, mais également cette forte présence des femmes. Et c'est relatif quand nous parlons de forte présence. Il y a 28 femmes désormais à l'Assemblée nationale. On va aborder les défis qui attendent donc la 9e législature. Et pour en parler, nous avons deux directeurs de publication sur ce plateau. Vous le savez, depuis le 8 janvier 2023, se sont déroulées les élections législatives au Bénin. Vous avez donc connaissance des résultats, mais également des recours tous azimuts. Et donc, on va donc essayer d'aborder tous ces sujets-là, si le temps nous le permet. Nous allons observer alors une courte pause avant de vous présenter les débatteurs. Pour réaliser ce premier numéro du Forum des rédactions de cette année 2023, c'est bien sûr Marcel Yedo qui est à la réalisation et puis Alain Alou au son. À la diffusion, nous avons Martin Toinse et le community manager, c'est Modeste Goundé-Kondi. Sur ce plateau, à ma droite, un invité inhabituel, son premier véritablement sur cette émission, invité à plusieurs reprises. Il a été toujours empêché au dernier moment, mais aujourd'hui nous avons la chance de l'avoir sur ce plateau, ce premier numéro de l'année 2023. Directeur de publication de Fraternité, Adrien Tchomakou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Morel, bonjour chers auditrices et auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices de Eden TV et Diaspora FM. Meilleurs vœux à tout un chacun de vous. Et merci beaucoup. À ma gauche, il est connu, il fait partie de ces personnes-là qui ont pris par cette émission tout au long de l'année 2022. Eh bien, on ne le présente plus, directeur de publication de Émergence Info, Syriac Dekenou. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour Maurice Agloire, bonjour à Monsieur Tchomankou Adrien. Et nous saluons au passage les téléspectateurs de Eden TV, les auditeurs de Diaspora FM. Deux directeurs de publication sur cette émission. C'est pas fréquent. J'espère que vous croiserez verbe et argument. Sans transition, nous allons donc aborder le sujet de ce numéro du Forum des rédactions. Retour de l'opposition au Parlement et forte présence des femmes. Les défis de la 9e législature, retour de l'opposition au Parlement, est-ce extraordinaire, Adrien Tchomakou? Merci Maurel. Je voudrais tout d'abord remercier le peuple béninois pour la paix qui a régné tout au long du processus électoral. Vous savez, ce n'était pas gagné d'avance. Le souhait de tout un chacun de nous, c'était que l'élection se déroule dans la paix, dans la quiétude totale, et de la pure transparence, ce qui a été une réalité dans notre pays, parce que on s'attendait aussi à beaucoup d'autres choses, mais Dieu nous a fait épargner du pire, tout s'est bien passé, et la vérité des chiffres a été dite, et les grandes tendances ont été rendues publiques par la Sénat. La Cour constitutionnelle a donné les résultats, c'est vrai, il y a des recours, mais maintenant je pense que tout le monde est fixé.
tout le monde est frustré parce que, qu'on veuille ou pas, les 109 députés sont plus ou moins connus. Nous avons au total 53 ou 52 pour l'UPR. C'est combien déjà? 53, si je ne me trompe pas. C'est 53, bel et bien, 53 pour l'Union progressiste de renouveau. 28 pour le Bloc républicain et 28 pour les démocrates. Donc, vous savez, ils étaient 7 en lice. Finalement, on retrouve 3 à l'Assemblée nationale. Ce n'était pas facile. Le combat a été vraiment rude. La bataille a été trop serrée. Vous avez vu, du côté du Bloc républicain, des démocrates, ils sont coude à coude. Finalement, c'est vrai qu'ils ont, chacun ce qui les concerne, obtenu 28 députés, 28 sièges à l'Assemblée. Mais largement, le Bloc républicain dépasse les démocrates. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout s'est passé dans la plus transparente. Il y a eu des recours. C'est inhérent à la vie de tout un chacun de nous. Vous parlez en tant qu'observateur ou bien en tant que président de la Cour constitutionnelle? En tant que journaliste. En tant que journaliste, parce que, vous savez, Fraternité, dont je suis le directeur de publication, nous avons des représentants un peu partout, sur tout le territoire national, au regard des chiffres que nous avons obtenus sur le terrain, et ces chiffres comparés aux chiffres de la Sénat et aux chiffres de la Cour constitutionnelle, je pense qu'il n'y a pas eu de différence. Donc, c'est pour dire que tout s'est bien passé. Vous insistez sur la transparence alors que les gens ont fait de recours et parlent de fraude. Le peuple béninois, je remercie tout un chacun de nous. Je remercie la presse qui a œuvré pour la veille citoyenne tout au long du processus électoral. Oui, mais je pense que certains parlent de fraude à dire Tchomakou, alors que vous insistez sur la transparence, sur tout ce que vous voulez. Dans un état de droit, dans un état démocratique comme le nôtre, je vais parler du Bénin, nous nous basons sur des preuves. Tout le monde peut crier à la fraude. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais il faut qu'ils apportent la preuve. Et je pense que c'est sur la base de ces preuves que la Cour constitutionnelle pourra rendre sa décision pour que nous ayons peut-être, mais je pense que si nous des sièges invalidés, mais c'est ce qui ne peut pas l'être parce que au regard de ce que, en tout cas, Fraternité a comme chiffre et ce que la Cour avait rendu public, nous pensons que tout s'est bien passé et tout se passera toujours bien. Revenons à ma question. Extraordinaire que de revoir l'opposition au Parlement? Tout à fait. Vous savez, la 8e mandature, tout au long de la 8e mandature, nous avons connu un Parlement qui ne parlait que d'une seule voix. Monocolore. Je ne parle pas de monocolore, mais je parle d'une seule voix. Je vous prête le mot. Non, pas du tout. Quand on dit monocolore, les gens pensent que c'est ça, c'est droit, c'est ce que... Non. Mais c'est ce qu'a été le Parlement. C'est ce qu'a été le Parlement. Bon, le Parlement a voté contre c'est relatif. C'est relatif parce que vous pouvez être ensemble et ne pas avoir les mêmes idées. C'est ça, et ça, c'est la loi de la nature. Oui, mais ensemble ici, ce n'est pas parce que... C'est pas droit. Quand toutes les lois passent pas comme du tout, les lettres à la poste. Jamais. Ça, c'est contraire. Si tout doit passer tel que vous le dites, je pense que... Tout est passé. Ce n'est pas tout doit passer. À la 8e législature, tout est passé. Est-ce que, par exemple, la loi sur l'homosexualité est passée? Peut-être que maintenant que nous avons 28 députés à l'Assemblée nationale, les femmes, nos mamans qui sont à l'Assemblée nationale, qui vont prêter serment le 13 prochain, peut-être qu'elles vont œuvrer pour faire passer la loi sur l'homosexualité. Donc c'est pour vous dire que tout n'est pas passé. Des gens veulent que des choses passent, et en dehors de cette loi, en dehors de cette loi, qu'est-ce qui n'est pas passé? Est-ce que là où vous êtes là, Moril, les députés ont voté pour que Moril, qui travaille dans le secteur privé, soit payé par l'État béninois? Est-ce qu'il y a une telle loi qui est passée? Donc il y a beaucoup de choses qui doivent passer, qui peuvent passer, mais qui n'ont pas passé. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, nous avons connu des députés de la 8e mandature qui étaient effectivement rompus à la tâche
ils ont joué convenablement leur partition, mais je pense qu'avec l'arrivée de l'opposition pour, je veux dire, la 9e mandature, beaucoup de choses vont changer et c'est bien sûr de ce qui doit changer que nous allons débattre tout à l'heure. Merci, on va aborder tout à l'heure ce qui doit changer. Je me tourne vers vous, Siliac Dekenou. Est-ce extraordinaire que de voir l'opposition au Parlement pour la 9e mandature? C'est vrai que cela dépend de la position à laquelle l'on se trouve, parce que si l'on est quand même, disons, acteur de la mouvance, on dira quand même, disons, qu'il n'y a rien d'extraordinaire et que même aucun test de la République ne dit forcément qu'il faut avoir au niveau du Parlement une opposition et puis une mouvance. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Pourtant, nous parlons de démocratie. J'en viens en fait. Vous savez, il faut quand même, disons, faire l'analyse en partant de ce que chacun des acteurs utilisait comme, disons, argument pour justifier le type de Parlement qu'on avait eu en 2019 et qui n'en aurait pas le Bénin et pas du tout, parce que les gens peuvent vous dire qu'il n'y a aucun texte, qu'il n'est écrit nulle part dans la Constitution, qu'il faut forcément une présence d'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. Cet argument-là est vrai, mais en réalité, pour une vitalité de la démocratie, ceux qui sont de l'autre côté de l'opposition vous diront en fait, on n'a jamais connu ça depuis 1990 et que dans tous les parlements du monde entier, il doit exister quand même, disons, cette voix discordante qui amène le pouvoir à agir tel qu'il faut. Puisque, quel est le premier rôle des parlementaires? Le premier rôle des parlementaires, c'est d'abord de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale. Malheureusement, nous avons connu un Parlement qui n'a pas été aussi proactif dans le contrôle de l'action gouvernementale. Il faut avoir le courage de le dire. Ça, c'est votre lecture. Cette présence. J'en viens. Oui, mais c'est ça lecture. Nous avons vu, d'après Sossou, qui a fait assez de questions-réponses au Parlement. Tout ça entre dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Et je prie le DP Tchoumankou de me laisser accoucher. Juste une parenthèse. De me laisser, vous contredit. De me laisser aller tout au moins au bout de mes idées. En réalité, aujourd'hui, nous avons tous la certitude que le fonctionnement du Parlement, à partir quand même, disons, de 2023 jusqu'en 2026, ne sera certainement pas le même en réalité, ce qu'on a fait. Pourquoi 2023. Pourquoi? Parce que nous autres journalistes, acteurs des médias, et même ceux qui sont, c'est-à-dire des gens qui participent à la vie politique de ce pays, ce qu'ils aiment, c'est le fait qu'il y ait véritablement un Parlement dans lequel le débat est d'un niveau véritablement élevé. Et vous savez, en réalité, il y a ce qui se dit de façon officielle et ce que des députés eux-mêmes disent quand même, disons, dans des endroits quand même, disons, officieux. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que l'on doit se réjouir de cette présence-là de l'opposition qui certainement va changer la couleur de ce... Parce que, ok, ça c'est alors à quoi pour vous d'être élu et que les gens utilisent certaines expressions un peu quand même, disons, discoutoises pour vous qualifier de député nommé. En réalité. Et ce n'est pas qu'au Bénin. Je me rappelle encore de cette vidéo des parlementaires de la CEDEAO qui était devenue dans le temps une vidéo virale en 2019 où ils étaient en train de critiquer ouvertement pour dire qu'ils n'ont jamais observé ça dans un pays. Donc la vérité, elle est là. Et c'est heureux qu'aujourd'hui, que nous soyons arrivés quand même, disons, à pouvoir ne serait-ce que quand même, disons, changer cela, parce que ne pas comprendre que ce qui s'était passé était une erreur, c'est en réalité se voiler la face pour ne pas changer. Ce qui s'était passé, c'était une erreur. Et même pour nous autres acteurs des médias, cela a eu de répercussions sur tout ce qu'on faisait. Parce que le simple fait de savoir qu'il n'y a pas de voix discordante, le simple fait de savoir que dans sa circonscription, il n'y a pas de contradiction, qu'il n'y a pas de contradiction, alors à quoi bon faire recours aux journalistes? Vous comprenez? Pour pouvoir rétablir tel ou tel. Il y a même, disons, des choses qui sortaient, mais les gens, c'est-à-dire, ne s'empressent pas de démentir parce qu'on savait que, bon, de toutes les façons, qu'il n'y a pas de voix discordante. Donc, moi, je pense quand même, disons, en tant qu'analyste politique, que
cette présence de l'opposition au Parlement apportera sans doute un plus au débat politique. Oui. Et cela part déjà de ce qui se fait déjà au niveau de la conférence des présidents. Parce que l'opposition s'en sort aujourd'hui avec 28 députés. Ce qui suppose qu'ils auront également aussi leur groupe parlementaire. Et les trois premiers responsables de ce groupe parlementaire siégeront sans doute au niveau de la commission, au niveau de la conférence des présidents. Et pourront dénoncer des choses, pourront apporter de la contradiction. Et c'est ce qu'on vivait avant. Et ce qui d'ailleurs amenait le gouvernement à se reprocher des choses, à faire du rétropédalage. Parce que ce serait véritablement tartuffe de croire que parce que l'on gouverne, qu'on ne fait rien de mal. Et que tout ce qui se fait est bien et beau. Patrice Talon, c'est vrai, il travaille. Mais la présence de cette opposition l'amènera sans doute à mieux travailler, puisqu'il le fait actuellement. Donc, c'est quand même, disons, ma position, hein, et j'apprécie vraiment, disons, pour vous, cette présence de l'opposition au niveau du Parlement béninois. Ça apportera un plus. Et d'ailleurs, écoutez, partons d'abord, c'est-à-dire d'un certain nombre de faits. La dernière fois, pour la présentation de vœux, lorsque le corps diplomatique voulait présenter les vœux au président Patrice Talon, qu'est-ce qui était sorti de leur discours? Ils l'ont félicité. Ils l'ont félicité, ils ont dit, au moins cette fois-ci, nous sommes satisfaits de la présence de l'opposition. Donc, pourquoi est-ce que lorsque vous posez un acte et que des milliers de personnes vous disent que l'acte là n'est pas bien, à vous seul, c'est-à-dire on se gagarise et on dit non, ce qui s'était passé, c'est bon. Non, en réalité, ce qui s'était passé n'était pas bien. C'est condamnable. C'est condamnable. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles toutes les diplomaties nous l'ont reproché. C'est vrai que lorsqu'on est de la mouvance, lorsque l'on occupe une certaine position dans ce type de conditions, on pourrait brandir la souveraineté. Mais écoutez, aucune souveraineté ne peut intervenir lorsque vous posez de mauvais actes. Non. Et ce n'est pas la responsabilité seulement du gouvernement. C'était aussi la responsabilité des acteurs politiques de l'opposition. Puisque c'est sur la base de ces mêmes lois qu'ils avaient rejetées, qu'ils avaient refusé de se conformer, qu'aujourd'hui ils sont partis aux élections. Donc, toute la classe politique, que l'on soit de l'opposition ou de la mouvance, elle est responsable quand même, disons, de ce qui s'était passé en 2019. Les heures qu'il y a eu, les affrontements qu'il y a eu dans une partie septentrionale du pays, des endroits où des gens ne sont même pas partis voter, mais ils ont eu des députés. Donc c'est condamnable, c'est condamnable. Et heureusement que cette fois-ci maintenant, ces acteurs politiques qui analysent ça, écoutez, les gens n'ont pas voté, ils ont eu des députés. Écoutez, oui, mais bien sûr. Écoutez, vous n'étiez pas dans le pays, vous n'étiez pas dans le pays. Il y a des endroits, vous étiez en voyage. Vous savez, il y a des endroits où il n'y a pas eu de vote, et nous le savons très bien. Comme Tchaourou. À Tchaourou, il y a eu de vote. Donc, cette erreur, en 2019. à Tchaourou, à Savert et autres, là, il n'y avait pas eu de vote. À Parakou, idem. Vous comprenez? Les gens ont voté. Et c'est moi, je suis des collines. J'en viens. Laissez-moi finir en 30 secondes. Les gens ont voté à Tchaourou massivement. Monsieur Tchomakou, en dépit de tout ce que laissez-moi finir en 30 secondes. C'est pour vous dire que tout s'est bien passé, même si vous estimez qu'il y a eu de morts. On sait qu'il y a eu des blessés, mais en grosso modo, les gens ont voté. Les gens n'ont pas voté, comment il y a eu des députés. Vous n'avez pas suivi les décomptes, vous n'avez pas été représenté là-bas. Donc c'est pour vous dire quoi? Bel et bien. En 2019. En 2019, mais comment ça? Ou bien vous parlez d'une autre époque. En 2019, quand Yaïboni a fait soulever les gens, on a tout suivi. Ah bon? Ah oui? On était dans le pays, non? C'est pour te dire quoi? Je voudrais vous préciser d'abord quelque chose. Premièrement, il faut comprendre que le jeu politique n'a pas en réalité changé, c'est-à-dire le code électoral n'a pas en réalité été modifié. La barre des 10% était maintenue. Pourtant, finalement, l'opposition est actuellement allée à l'Assemblée. C'est très grave que des gens aiment pratiquer la politique de la chaise vide. L'opposition ne voulait pas aller à l'élection. Ils ont écouté candidat Sanaï qui était dans ses sphères, Candide, qui appelait les gens à ne pas aller à l'élection, à ne pas compétir. Maintenant, si vous écoutez, c'est ça ce qui s'est passé. Les gens ont écouté, ils ont suivi les instructions de Candide Sanaï, le président de Restaurer l'Espoir. Finalement, ils n'ont plus été candidats. Ceux qui ont été candidats, ils ont siégé à l'Assemblée. Et ils ont bien conduit l'Assemblée. Moi, je dis ceci. Je suis content. Je suis heureux que l'opposition se retrouve à l'Assemblée. Et que l'opposition doit nous apporter de plus-value. Au nom de plus-value, pourquoi je suis heureux? Une chose est claire.
vous savez, le monde évolue et notre pays doit s'adapter à beaucoup d'autres réalités. Notre constitution avait été, comment on appelle, révisée. Et les gens ont dit que ce sont les députés de talent, ce sont les députés nommés, c'est un parlement monocolore, ils ont trouvé tous les mots. Maintenant que l'opposition soit dignement et valablement représentée à l'Assemblée nationale, grâce à la mise en scène de Yaïboni, qui a opté à ce que les démocrates mouillent correctement le maillot sur le terrain, je pense maintenant que s'il doit y avoir révision de la Constitution, l'opposition doit participer. Vous voulez une révision de la Constitution? Je ne dis pas. Vous voulez une révision de la Constitution? Vous voulez réviser quoi encore de la Oui, j'aimerais quand même, disons, vous priez, j'aimerais quand même, disons, vous priez d'équilibrer le débat. Oui, j'équilibre le débat. J'équilibre le débat, c'est pourquoi je le laisse. Très, très bien. Adrien Tchomakou. Même si Adrien Tchomakou. Je ne suis pas doyen. On va lui laisser encore quelques minutes. Je voudrais quand même, disons, Adrien vous priez. Adrien Tchomakou, vous voulez je ne dis vous pas voulez que la Constitution soit révisée. Mais je dis, si aujourd'hui maintenant, il doit avoir vote de loi à l'Assemblée, que vous voulez vous réviser encore dans la Constitution, révision de la Constitution, s'il doit avoir quelque chose qui impacte du côté politique, social, démocratique, culturel de notre pays, on ne dira plus que c'est rien que les députés de la mouvance. On dira que c'est fait en présence de l'opposition. ont opté pour, même si nous savons les conditions dans lesquelles les démocrates ont été repêchés, sauvés de naufrage pour se retrouver de l'autre côté et aller à l'élection. Vous nous parlerez, vous nous parlerez des conditions, mais avant, permettez-nous de retourner la balle. Permettez-nous, Adrien. Permettez-nous, Adrien, de retourner la balle rapidement à Syriac. C'est que tu lui donnes trop de paroles. Non, pas du tout. J'équilibre le débat. Adrien, c'est pour ça que quand vous avez pris la parole, je vous ai laissé. Je me suis tué déjà. Allez-y. Je voudrais quand même prier le DP Tchomakou, qui est un très cher ami d'ailleurs à moi. Un très cher ami à moi, de me permettre d'aller au bout. Vous allez vite puisque j'ai une deuxième question. J'ai une deuxième question à vous poser. Je voudrais vous dire ceci. Allez-y vite. Je voudrais vous dire ceci. Analysons simplement les choses sur la base des chiffres. Regardez, nous avons eu une élection législative de 2011. En 2011, le taux de participation était de 57, et quelques %. Élection législative. En 2011. Nous sommes en 2011. Oui, en 2011, oui. 57, et quelques. En 2015, le taux de participation aux élections législatives était de 65%. En 2019, c'est retombé à 27, et quelques. Parce que les gens ont appelé j'en viens. Aux gens de ne pas aller. Est-ce qu'on peut les laisser aller au bout de ces idées, s'il vous plaît? En 2023 maintenant. 23, où l'opposition est présente. Ce taux-là est remonté et nous sommes allés un peu à 37, et quelques %. C'est pour dire quoi? Analysons simplement sur la base de ces chiffres. Toutes les fois où il y a eu élection et que toutes les forces vives du pays y participent, cette élection mobilise plus d'électeurs. C'est clair. Ce que nous avons eu en 2019, ces corollaires sont là. Et moi, je ne pense pas que de ma position, puisque en réalité, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai condamné toute la classe politique. Mais la principale responsabilité incombe à ceux qui gouvernent. Parce que lorsque vous êtes chef d'une maison et qu'il y a de cacophonie, de cafouillage, de bagarre, jusqu'à ce qu'il y ait de mort, on ne regardera pas les enfants. Mais c'est vous. C'est votre responsabilité qui est engagée. Oui, mais c'est vous, c'est votre responsabilité qui est engagée en premier. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, tout ce qui concerne 2019, les gens ont pris plus quand même, disons, le temps, c'est-à-dire d'attaquer le régime en place. Et c'est déjà heureux qu'il y ait maintenant cette présence de l'opposition maintenant au niveau du Parlement. Et regardez encore quelques chiffres. Vous parlez tout à l'heure de candidat Zanaï qui sortait, qui mobilisait les gens en 2019 pour leur demander de ne pas y aller. Le même candidat a répété les mêmes exercices. Mais cette fois-ci où l'opposition est présente, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a eu encore des heures, qu'il y a eu encore, c'est-à-dire que ce taux d'abstention record, il n'y a pas eu ça.
Donc c'est pour dire que nous devrons œuvrer pour que l'on puisse agir dans ce sens. Que l'on soit Cour constitutionnelle ou bien que l'on soit Sénat ou autre institution de la République, il y a des décisions que l'on prend à la dernière minute, juste pour pouvoir sauvegarder la paix. Parce que rien ne peut acheter la paix. 30 secondes. Lorsque l'on se met quand même, disons, dans une position presque frontale, on dit mais non, ils ne peuvent rien faire, il y a tout ça. Cela n'avantage pas le pays. Donc c'est heureux ce que nous avons eu. Moi, je ne voudrais pas trop revenir sur les événements de 2019. Les événements de 2019 sont derrière nous. Mais les chiffres sont là, on peut les comparer. Et nous allons les comparer par rapport à ce que nous avons eu maintenant, cette année-ci, où il y a eu la paix, où il y a eu la mobilisation, où il y a eu un certain nombre de choses et que tout le monde est allé dans une symbiose. Le temps avance très vite. Il nous reste, vous n'allez pas croire, mais il nous reste peut-être seulement 20 minutes de cette émission. Et je pense qu'on n'a pas encore abordé les défis qui attendent la 9e mandature. Nous n'avons pas encore parlé des femmes. Abordons la question des femmes, puisque j'avais une autre question pour vous. Que peut l'opposition avec ses 28 députés? Je ne vais pas la poser maintenant parce que ça risque d'avaler les 20 minutes qui restent. Allons d'abord vers les femmes qui se font fortement représenter. C'est relatif quand on dit fortement. 28 femmes sur 109 députés grâce à cette loi sur la discrimination positive, on peut le dire. Aujourd'hui, quelle est votre appréciation de cette présence féminine au Parlement? Est-ce que ça pourrait donc, ça ne pourrait pas nous permettre de rêver d'avoir une fois depuis l'avènement démocratique au Bénin une femme au perchoir, Adrien Tchomakou? Évidemment, moi, c'est mon souhait, le souhait le plus ardent. Mon souhait le plus ardent, c'est de voir une femme au perchoir parce que, vous savez, quand la femme gère quelque chose, on a plus d'espoir que de laisser les hommes gérer. Et je souhaite vivement et je demande aux femmes parlementaires de se mettre ensemble, quel que soit leur bord politique, pour qu'elles se retrouvent afin que si des hommes peuvent les appuyer, je parle des hommes députés, peuvent les appuyer, que la femme prenne le perchoir. On voit à l'écran une femme BR, c'est Karim Monifa, élue du côté du BR, du Bloc républicain. Ouais, c'est celle qui avait bien tenu la campagne avec Malik Gomina et Adjougou. C'est une brave dame, hein? C'est ça. Une dame de cette trempe-là au perchoir, je pense que c'est bon pour la République. Ah oui? Ah ouais, parce que si votre technicien peut envoyer d'autres, on va en faire aussi des commentaires. Oui, nous avons celle-là, c'est bien la femme Oru Tama, si je ne me trompe. C'est l'opposante là, ça, non? Oui, les démocrates. Les démocrates, oui, tout à fait. Ce n'est pas exclu que les démocrates prennent aussi le pouvoir, prennent pas quelle magie. Avec les 28 députés. Adrien Tchomakou, avec les 28 députés. Mais beaucoup de choses peuvent se passer. 28 sera supérieur à 82. Abdoulaye a démenti formellement qu'il ne peut pas avoir alliance entre les démocrates et, comme on appelle, le Bloc républicain. Mais vous pensez que rien n'est impossible en politique? Rien n'est impossible parce que là-bas, c'est le haut lieu de la politique. Ah oui. Beaucoup de choses peuvent se passer au dernier moment. Et puis nous avons la femme de l'UP Le Renouveau, l'une des femmes de l'UP Le Renouveau, élue, Mohamed Djamila Tou. Mohamed Djamila Tou. Oui, donc voilà, ça. Donc, les femmes à l'Assemblée nationale, les femmes à 28 représentées maintenant. Je vous dis, c'est historique. C'est un fort taux qui ne s'est jamais réalisé dans notre pays. D'abord, c'est en cela que je dis que la réforme, c'est une très bonne réforme. La réforme qui a consisté, pour ne pas dire, cette révision de la Constitution même, qui a amené à avoir 109 députés, dont d'office d'abord 24 femmes. Ouais, c'est très important. Vous savez, quand on parle, les gens disent révision Constitution, ceci, tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais. C'est la preuve que c'est... C'est pourquoi vous souhaitez encore une autre révision. On peut encore réviser la Constitution. Ah oui, tout est possible. Je ne suis pas député. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, ce n'est pas Patrice Talon qui révise. Ce n'est pas le gouvernement qui révise, ce sont les députés. Est-ce que Patrice Talon, vous parlez comme les politiques. Est-ce que vous êtes devenu représentés au Parlement? Mais disons la vérité, c'est le peuple en réalité qui révise parce que c'est le peuple qui a envoyé ces députés au Parlement, à l'Assemblée nationale. Donc, qu'on révise la Constitution encore aujourd'hui, moi je pense que c'est une très bonne chose. Si ça peut nous apporter quelque chose de bien au plan économique, social et culturel.
Dans votre mot de fin, je vous demanderai ce qu'on va réviser dans la Constitution, ce que vous souhaitez qu'on révise. Vous nous le direz dans votre... Soyez rassurés, mot de fin. on ne peut jamais réviser cette Constitution-là à l'État et demander à ce que l'actuel chef d'État fasse encore un autre mandat. Ça, là, il faut que les gens enlèvent ça de leur tête. Parce que quand on dit révision, les gens pensent que le chef d'État actuel veut s'éterniser au pouvoir. Non, je pense que Patrice Talon, c'est le Agbono, le Babariba, tel qu'on le dit. Même sans le pouvoir, il peut mieux vivre désormais. Il peut mieux vivre. Lui-même, il sait que... Cyriaque Dekeno, la présence des femmes au Parlement. Moi, je pense que cette présence-là, elle est à saluer parce que les diverses réformes apportées par le pouvoir du président Patrice Talon pour la promotion de la femme ont quand même, disons, eu le mérite aujourd'hui de contribuer à ce que nous puissions avoir 28 femmes, 24 femmes élues déjà de façon directe, avant que les quelques 4 autres ne s'y ajoutent. Vous savez, en matière de promotion et de protection de la femme et de la fille, Patrice Talon sort quand même, disons, premier du lot, surtout que nous sommes dans une société très conservatrice où le patriarcat, on le sait, est très développé. Ce n'était vraiment pas gagné d'avance pour que l'on aboutisse à ça. Patrice Talon a fait un certain nombre de choses en la matière qui aujourd'hui ont contribué à ça. On parle aujourd'hui de la création de l'INF qui aujourd'hui travaille beaucoup plus pour que les violences faites aux femmes et puis bon, aux filles soient quand même, disons, éradiquées de nos sociétés. Il y a également aussi aujourd'hui la vice-présidente de la République qui est là, c'est-à-dire des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Mais je voudrais aussi que l'on ne perde pas de vue cette réalité parce que lorsque vous voyez le profil, puisque j'ai pris la peine d'analyser le profil de la majeure partie de ces femmes-là, de ces 28 femmes, pour la plupart, ce sont des femmes enseignantes, commerçantes, c'est-à-dire des femmes qui, bon, ne sont pas quand même, disons, c'est-à-dire n'occupent pas forcément de hautes responsabilités, vous comprenez, dans la société. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je me dis, si elles ont été choisies, qu'elles puissent être véritablement en mesure de travailler comme il faut pour montrer que ce n'est pas que parce qu'il faut nommer de femmes titulaires qu'elles sont passées. Parce que si vous voyez le statut de notre Parlement depuis 1990 jusqu'à ce jour, elles sont très rares. Ces femmes qui étaient véritablement des femmes leaders, des femmes de circonscription, qui avaient une véritable popularité. Les rares femmes que nous avons connues, c'est Rosine Vieira-Soglo. À qui nous avons une pensée. Et Feu Rosine Vieira-Soglo, Aladja de Soava qui battait tout le monde. On a eu aussi Madame Claudine Prudence à Godobin qui battait tout le monde. Mais bon, à part ça, en réalité, ça dit quelles sont ces femmes-là qui avaient de véritables ancrages dans leur circonscription qu'on a eu. Je crois qu'on prendra peut-être le temps. Il y a également aussi l'autre dame là de Lokosa ou de Comé, je pense quelque chose si tu permets, du genre. Je voudrais rectifier quelque chose. Donc, le souhait, je dis, laissez-le aller au bout de ses idées et vous allez rectifier. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que cette femme-là puisse savoir qu'elles ont une responsabilité. Parce que c'est si facile que ça de devenir député aujourd'hui lorsque l'on est positionné femme bonus. Mais la réalité, c'est qu'elles doivent véritablement travailler pour mériter également aussi que l'on ait de véritables femmes au niveau du Parlement. Vous êtes en train de glisser vers les défis. Parce que c'est là leur défi en réalité. Vous sortez député, c'est vrai, mais en réalité aujourd'hui, vous avez cette obligation de travailler comme il faut pour devenir ces femmes leaders populaires, ces femmes d'opinion, telles que certaines ont été au niveau du Parlement béninois par le passé. Et c'est là leur défi. Sinon, à quoi bon faire des réformes si nous avons des femmes qui arrivent au niveau du Parlement, mais qui ne parlent presque pas? Des femmes qui viennent au niveau du Parlement, mais qui ne peuvent même pas, disons, se lever pour apporter la contradiction. Des femmes qui arrivent au niveau du Parlement, mais qui, dans leur circonscription, sont véritablement, c'est-à-dire des femmes inexistantes qui ne sortent pas, qui ne sont pas au contact des populations, des femmes sur qui les populations ne vont pas compter. Donc, il y a ça là parce que le défi est relevé. La loi a été modifiée aujourd'hui et elles ont véritablement cette possibilité de s'imposer. Donc, c'est leur défi, en réalité. Très bien. Vous avez oui, un rectificatif, c'était quoi? C'est vrai qu'il a déjà pris en compte ce que je voudrais dire. Il a énuméré les défis. Mais ce que je voudrais lui préciser, c'est quoi? C'est que quand je prends l'actuel chef d'État,
Patrice Talon. Patrice Talon, oui. Président Patrice Talon. Patrice Talon n'a jamais été député. Patrice Talon n'a jamais été ministre. Il est venu, il a été président de la République. Il gère bien le pouvoir. Et nous sommes contents, nous sommes satisfaits de sa gestion politique. Que voulez-vous dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est-à-dire quand il parlait de femmes, il disait que les femmes constituent un bonus des enseignants, c'est des commerçants. Il va falloir relever le défi. C'est ça. Le plus important, c'est le défi qu'il faut relever. Ce n'est pas ce que la dame était qui est le problème. C'est ce que vous voulez Une fois à l'Assemblée nationale... Mais en fait, je n'ai jamais pris ça comme un facteur. En fait, j'ai parlé du profil. Il n'a pas pris ça comme un élément d'insuffisance. Ce n'est pas en réalité un élément d'insuffisance. Donc, en grosso modo, tel que tu le disais, c'est le défi à relever qui est le véritable problème. Il faut que ces femmes font des propositions concrètes à l'Assemblée nationale. Il faut qu'elles soient présentes, conscientes qu'elles sont là. Qu'elles sont là, qu'elles parlent, qu'elles font des suggestions. Et aussi, quand on prend le bureau de l'Assemblée nationale, il faut qu'elles soient présentes dedans. Tout part d'abord de là. Ah oui, à défaut d'avoir le perchoir, on peut leur confier le poste de questeur ou rapporteur. C'est de ça qu'il est question. Je pense que les femmes que nous avons vont relever tous les défis dont vous venez d'énumérer. C'est-à-dire tout ce qui concerne la femme, mais qu'on ne relève pas des défis jusqu'à aller voter des lois qui vont nous arracher, nous hommes là, qui vont nous arracher toutes nos prérogatives. Moi, quand même, c'est là où se trouvent vos inquiétudes. C'est ça mes inquiétudes. Parce que la femme... Moi, quand même, disons, en réalité, en fait, je ne suis pas, quand même, disons, de cette nature à donner carte blanche. C'est-à-dire, à des politiciens qui ne se sont pas encore, disons, c'est-à-dire frottés à l'œuvre. Les politiciens, ils sont tout à la fois en réalité. Des gens peuvent choisir d'aller s'asseoir là-bas sans quand même, disons, parler ni apporter une certaine contradiction parce qu'on craint de ne pas être repositionné en 2026. Oui. Pourquoi ces femmes-là doivent travailler? Pourquoi elles doivent se faire connaître? Pourquoi elles doivent s'imposer au Parlement? Parce que le Parlement que nous avons, c'est juste 3 ans. Donc, on doit les voir à l'œuvre à la tâche. Elles-mêmes doivent savoir que l'enjeu est de taille. Pour qu'on te positionne en 2026, c'est bien ça, hein? Parce que c'est des élections couplées. C'est bien ça. Il faut que tu montres en face du monde qu'effectivement, tu es capable de tenir. Est-ce que ces aspects que vous relevez en ce qui concerne les femmes ne seront pas valables pour tous les députés, les 109 députés à l'Assemblée nationale? Non. Et si oui, quels seront alors les défis à relever par la 9e législature? Non, mais vous savez, il faut relever un certain nombre de faits. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un Parlement qui vit et non un Parlement qui en réalité dort. Vous savez, par le passé, et ça quand même, disons, je m'en souviens. Un Parlement qui dort ne peut pas voter autant de lois comme on a eu sous la 8e législature. Je n'ai jamais... Il y a eu au moins une centaine de je n'ai jamais qualifié quand même, disons, le Parlement finissant de Parlement... C'est-à-dire le Parlement qui va prendre le dernier salaire. Je n'ai jamais qualifié ce Parlement-là de Parlement dormeur. Non, s'il vous plaît, ne me prêtez pas des propos. Mais, pour la petite histoire, nous avons connu des législatures pour lesquelles, lorsque l'on veut voter chaque loi, en réalité, ça dit qu'on écoutait la radio. On voulait suivre l'édition du journal du soir. On se renseignait pour savoir est-ce que telle loi est passée ou pas. On faisait même des directs. Vous comprenez? Mais... pour cette législature finissante, je ne pense pas qu'il y ait eu quand même, disons, ça. Et je me rappelle même très bien que bon, en ce pays, même pour, disons, une élection de président de l'Assemblée nationale, alors qu'il sonnait 1h du matin, tout le monde avait l'oreille au niveau, quand même, disons, de sa radio. Absolument. Pour suivre tout ce qui se passe. Donc, quel est le défi actuel de ces parlementaires? Le défi actuel de ces parlementaires, en réalité, c'est d'œuvrer pour que nous puissions quand même, disons, avoir un Bénin prospère et un Bénin où les lois, quand même, disons, votées, ne sont pas des lois qui arrangent un individu ni un groupuscule de personnes, mais des lois qui, en réalité, arrangent l'ensemble des populations. Et c'est ça. Et ce Parlement-là, sa responsabilité à lui, c'est d'orienter le gouvernement en réalité. Parce que même si... Parce que le Parlement, en réalité, devrait constituer le contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir que le Parlement constitue, ce n'est pas un contre-pouvoir qui est invincible. Ce n'est pas un contre-pouvoir qui s'attaque au gouvernement, qui ensuite
le chef de l'État à longueur de journée. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est un contre-pouvoir qui est en mesure de faire des propositions véritables pour que le chef de l'État puisse bien gouverner. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, je le dis souvent, la responsabilité, moi en réalité, ça me fait un peu mal que les démocrates n'aient pas 29 députés. Puisque 29 députés, c'est une minorité de blocage. Vous comprenez, pour des lois bien sensées. Malheureusement, ils n'ont qu'en réalité 28. Ces 29-là pourraient quand même, disons, permettre à ce que, lorsque des choses doivent se faire à des moments donnés, que l'on dise non, attention, concertons-nous tous. Que tous les députés se concertent entre eux. Et qu'il y ait une certaine entente pour que des choses bien plus sérieuses, bien plus sensibles, qui n'arrangent pas un groupuscule, mais qui arrangent l'ensemble de la population, soient faites. Mais j'ose croire que ces députés BR qui sont élus aujourd'hui, ces députés UPR qui sont élus aujourd'hui, le renouveau. Vous allez remarquer quand même, disons, dans le lot, c'est-à-dire des gens qui ont été par le passé des personnes qui sont en mesure d'apporter de véritables idées. Et n'oublions pas que ce Parlement a été renouvelé au moins à 60%, non, au moins à 52%. À 52%. Ce qui voudrait dire que ces jeunes gens qui sont arrivés, qui ont été positionnés, surtout dans un contexte où nous sommes en fin de mandat, c'est que ce sont des jeunes gens qui seront véritablement en mesure d'accompagner le gouvernement pour que cette transformation du pays qui a commencé, cette transformation structurelle du pays qui a commencé, puisse aller au bout jusqu'en 2026 pour que, tel que Patrice Talon le dit, que l'on puisse quand même, disons, l'applaudir au terme de son mandat. Et applaudit Patrice Talon au terme de son mandat, Adrien. Oui, je voudrais juste ajouter quelques points. Oui, d'accord. Quelques points aux défis énumérés par Syriac. Oui. En fait, les députés, ceux de la 9e législature, doivent savoir qu'à jamais, à grand jamais, pendant tous les 3 ans, ils ne doivent plus renvoyer les journalistes parlementaires de l'hémicycle. Parce que ça s'est passé 2 fois sous la mandature, la 8e mandature. Avant-hier même. Et il paraît que c'est quand ces députés veulent prendre des décisions, des décisions financières qui doivent les avantager, qu'on dit aux journalistes de sortir. Mais la presse, c'est la veille citoyenne. Nous sommes là pour mieux voir avant de bien parler. Est-ce aussi un défi à relever par les députés? C'est un défi, et je pense que ce sera relevé. Il n'y a pas à renvoyer des journalistes du Parlement. Il faut que ça se passe aussi autour de tout le monde. Comme ça se passait avant. C'est ça la question. En fait, c'est un grand défi. C'est un grand défi parce que, c'est-à-dire, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Ça sort très mal qu'on dise que, bon, les députés au Parlement, à l'hémicycle, veulent parler aux demandeurs journalistes de sortir. C'est très grave. Ça, il y a un guise ça cache quelque chose. Et je pense que c'est une honte. Voulez-vous qu'on révèle ce que ça cache? Je pense que c'est vraiment une honte pour la législature de Vlavonou, cette législature finissante, que l'on attend à chaque fois que pour voter certaines lois, que l'on demande à des journalistes de sortir. Maintenant, malheureusement, pour eux, vous avez demandé aux journalistes de sortir, mais aujourd'hui, le secret est dehors. Le secret est dehors parce qu'en réalité, tout le monde sait que c'est pour des avantages financiers qui les touchent personnellement, qu'ils ont demandé aux journalistes de sortir. Malheureusement, tout le monde le sait. Aujourd'hui, ce Parlement a un défi aussi, c'est de réviser la loi organique de la HAC. Vous savez, on dit que la presse, c'est le 4e pouvoir. Malheureusement, c'est le seul pouvoir qui est contrôlé par l'exécutif et le Parlement. Demandez-moi pourquoi. Comment se fait-il qu'il y a la HAC? La HAC qui est censée organiser, protéger les confrères. Son président est désigné par le chef de l'État. Des gens qui sont supposés organiser la veille, c'est le chef de l'État qui désigne celui qui est leur président. Et pourquoi? Parce que la loi, et Patrice Talon, avant son avènement au pouvoir, dans son projet de société, voulait modifier ce truc-là. Malheureusement, la première révision de la Constitution introduite au Parlement, qui a été rejetée, avait prévu tout ça. Donc, pour ça, je dis qu'on doit encore réviser la Constitution. Moi, mon souhait, c'est qu'on doit réviser la Constitution. Comment se fait-il? Regardez
Laissez-moi quand vous prenez la regarder. HAC, il n'y a que 3 professionnels des médias qui siègent à la HAC. Le Parlement désigne 9 ou 11 conseillers. Le Parlement Donc, désigne c'est des 3. commerçants qui siègent. Il y a des commerçants. Heureusement qu'il n'y a pas de paysans dedans. Il y a des professeurs, des commerçants et ceux-là qui contrôlent la presse. Qui contrôle la presse. C'est pas bien. Le Parlement On désigne. doit encore réviser la Constitution. Le bureau de Mais réviser l'Assemblée ça, nationale. C'est vrai, Patrice Talon a demandé qu'on fasse des réformes pour les conditions de vie un peu plus décentes des professionnels des médias. Mais je pense qu'il faut aller très loin. Et moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est d'abord la composition De la des HAC. membres de la HAC, des conseillers de la HAC. Très bien. Parce que le président de la HAC, par exemple, c'est un professeur. Quelqu'un que moi je connaissais, c'est un professeur. Il ne connaît, je ne dirais pas qu'il ne connaît rien, mais c'est vrai, il est entouré des cadres. Il est entouré de 3 professionnels des médias ou une dame qui est professeure des médias maintenant. Elle est élue députée. Donc ça ne reste que 2 professionnels des médias. Qu'est-ce que la voix ou les voix de ces 2 journalistes peuvent contre Les autres voix. Des commerçantes et des avocats, des juristes qui ne sont pas véritablement du domaine de la presse. Ils ne sont pas du domaine. C'est ça. Mais ça ne sont pas du domaine. Tout le problème est là. Vous pensez que la présence des on doit encore hommes des réviser la médias à la HAC Constitution. Il faut que les députés pourra changer quelque chose. Les députés qui sont là actuellement œuvrent pour la révision de la Constitution et changent tout ce qui concerne la HAC. Tchomakou, on va laisser 2 minutes à Syriac. Est-ce que la question, je peux reposer la question, est-ce que la présence, la HAC laissée aux hommes des médias pourra changer quelque chose? Non, en fait, vous savez, en réalité, tant que nous allons bavarder pour soutenir les politiques, pour soutenir les gouvernements, qui une fois au pouvoir nous piétinent, sans savoir que nous devons formuler les vraies demandes, c'est que la presse béninoise sera toujours dans cet état. Imaginez tant soit peu, si je ne me trompe pas, puisque en réalité nous avons l'un des responsables de l'ODEM là, Adrien Tchomankou, il pourra me corriger. Qui va revenir certainement sur ce plateau pour qu'on parle je pense de très ce bien qu'il que, faut en réalité, pour changer les choses. Je pense très bien que les médias. Le bureau de l'Assemblée nationale désigne 3 représentants. Ouais. Et le chef de l'État désigne 4, je pense. 4, oui. 4. Oui. Le chef de l'État désigne 4. Les professionnels des médias élisent 3 personnes. Regardez, un contexte dans lequel les professionnels des médias élisent 3 personnes. Si le pouvoir s'entend avec le Parlement, ils sont déjà 7 contre 3. Et c'est celui que désigne le président de la République, qui nomme pas décret, qui devient le président de la HAC. Ce qui voudrait dire quoi? Lorsque demain, vous êtes organe de presse et que vous dénoncez peut-être un acte posé par le gouvernement, soyez sûr que cette HAC qui est là, qui est au fait installée, peut être en mesure de vous interpeller au point même d'aller jusqu'à fermer votre organe de presse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous manquons de vrais débats. Les vrais débats sont là, mais vous oubliez que des professionnels des médias peuvent les fuir. Donc, il faut que... c'est ce qui est en réalité. Donc, il faut que la loi organique sur la HAC, il faut que cette constitution, s'il y a lieu de la réviser, qu'elle soit révisée pour que désormais, ceux qui doivent siéger au niveau de la HAC, on peut remettre peut-être que le volet financier. C'est-à-dire quoi au fait, celui qui sera peut-être le financier de la HAC sera nommé par le gouvernement. On peut remettre peut-être ce volet-là à l'exécutif. Vous comprenez? Et que peut-être le Parlement peut désigner un seul représentant, mais le reste doivent être élus. Et que c'est celui qui est élu par ses pairs qui sera président de la HAC. Vous allez voir ce qui va se passer. Au moins, on aura une certaine amélioration et des débats de qualité. Aujourd'hui, les journalistes sont là, les organes de presse sont là, asphyxiés presque tous. Asphyxiés presque tous. Pour ces élections, en réalité... Que doit faire la 9e législature? Non, en réalité, la 9e législature doit savoir que si aujourd'hui, l'on est en train, par exemple, de traiter les journalistes comme ça, au point même, disons, de faire sortir des organes de presse, c'est parce qu'on sait que personne d'entre eux n'aura le culot d'écrire contre ça. Et c'est malheureux. Et moi, là, je le dis ouvertement, il n'y a pas question, disons, de midi à 14h, c'est la réalité, ça. Sinon, comment se fait-il que parce que vous autres, vous voulez voter une loi, peut-être, pour avoir, disons, un certain nombre d'avantages salariels, parce que vous êtes peut-être en fin de législature, vous allez demander aux confrères de sortir. Et c'est malheureusement ça. Le président de l'Assemblée nationale, le sortant, doit savoir que rien que pour ça, qu'une campagne médiatique devait même être organisée pour que lui, là, qui ne redevienne plus encore président de l'Assemblée nationale. C'est malheureux. Donc, je pense que cette révision, s'il y a lieu
qu'elles interviennent, pas pour avantager un groupe d'individus ni un individu, mais pour avantager aujourd'hui les hommes des médias que nous autres nous sommes, pour que le quatrième pouvoir soit véritablement restauré. Adrien Tchomakou, nous sommes presque à la croisée des chemins. Dites-nous, qu'est-ce qui vous préoccupe énormément comme défi à relever par cette 8e législature? Oui, que la 8e législature œuvre à ce que les professionnels des médias vivent mieux. Vous savez, ils sont très nombreux aujourd'hui, ces professionnels des médias, à avoir l'hépatite A, B, C, D, la tuberculose, l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale où il faut payer 100 et quelques mille pour faire la dialyse. Par semaine. Ils vont trouver l'argent où? C'est pour ça que les journalistes meurent précocement. Il faut que des actions soient menées. Patrice Talon nous a demandé une consultation pour des réformes. Mais je pense qu'il faut que cette réforme soit profonde et que les députés nous appuient. Puisqu'il faut que nous vivions pour mieux accompagner les députés à mieux contrôler le pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Je pense que le chemin est long. Nous sommes là pour observer, mais il ne faut pas que nous ayons des débats. Mon souhait, c'est qu'il faut que nous ayons des débats d'idées à l'Assemblée nationale. Les débats peuvent être houleux, mais il faut qu'il y ait des débats constructifs. Il ne faut pas qu'il y ait des débats pour nous arriérer. Et s'il doit y avoir réforme dans la presse, et que la réforme va permettre seulement aux patrons de presse de se faire plein la main des postes, il vaut mieux que nous vivions dans notre précarité. C'est ce que je veux dire. Merci. Vous savez, aujourd'hui, les journalistes sont très nombreux à être payés à moins de 250 000 francs le mois. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, 250 000 francs le personnellement, pour ma part, j'invite ils ne sont même pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est qu'il y a beaucoup de choses. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles... Merci, je considère que c'est votre mot de fin. Merci beaucoup. C'est d'ailleurs quand même l'une des raisons pour lesquelles, vous savez, la majeure partie... Nous sommes en train de dépasser le temps. Oui, en réalité... 30 secondes. Ok, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, lorsque vous voyez aujourd'hui les journalistes, ce sont des gens qui présentent des signes extérieurs de richesse et d'aisance, mais qui n'ont pas vraiment grand-chose à l'exception de quelques-uns. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je conseille très souvent aux professionnels des médias d'avoir des activités secondaires. Lorsque vous les avez, cela vous sauve et cela vous donne également aussi cette véritable indépendance. Pour finir, par rapport au sujet, je pense que c'est heureux que nous ayons véritablement un Parlement où toutes les sensibilités politiques sont représentées. Et nous souhaitons véritablement que ce Parlement qui sera installé d'ici quelques jours soit un Parlement du peuple, un Parlement quand même, disons, qui n'est pas là pour défendre les intérêts d'un camp ni pour semer la confusion et le chaos, mais véritablement un Parlement qui est là pour construire le Bénin et pour que nous puissions véritablement faire un bon bilan positif en 2026. Merci à vous, Cyriaque Dekeno. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de Émergence Info. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est très important. Adrien Tchomakou, merci. Vous êtes directeur de publication du journal Fraternité. Votre première fois sur cette émission, le Forum des rédactions. Vous n'êtes pas passé inaperçu. Merci à vous, Adrien Tchomakou. Vous serez également invité, ce ne serait pas la dernière fois, parce qu'il reste des sujets dont on doit débattre, notamment les sujets concernant la presse béninoise, si vous mais également ce que pourra donc faire l'opposition au Parlement. Avec seulement ces 28 députés, il faudrait qu'on en parle. Il faudrait qu'on en parle. Et ce que l'ONG Foyer d'Amour peut faire pour venir en appui à ces journalistes aujourd'hui qui sont en difficulté. Tout à fait. Madame, Messieurs, merci beaucoup. Madame, Messieurs, c'est une autre parenthèse. Cyriaque Dekeno, vraiment, vous allez passer au service commercial. Monsieur Adrien Ouéli, je dis Adrien oui. Monsieur Adrien Tchomakou, vous passez au service commercial. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre nos analystes politiques au cours de ce premier numéro de cette émission. Franchement, je pense quand même qu'ils ont vraiment abordé les défis qui attendent les députés et ils ont intérêt, ces 109 députés, à suivre donc cette
cette émission, nous avons parlé du retour de l'opposition au Parlement et la forte présence des femmes. Les défis de la 9e législature ont été abordés. Nous n'avons pas la prétention d'avoir donc abordé tous les sujets, tous les aspects en ce qui concerne les défis, mais nous y reviendrons dans nos prochaines émissions. Une fois encore, merci chers débatteurs. À vous, chez vous, merci de liker cette émission et puis de la partager. Portez-vous bien d'ici à là. À bientôt.